Maintenant, je vais demander à notre conférencier André Bellil de se présenter en premier et d'amorcer sa présentation qui devrait durer environ 45 minutes. André, c'est à ton tour. Bonsoir tout le monde. Peut-être on peut démarrer le point de pouvoir. En fait, je vais débuter avec quelque chose qui va vous surprendre. Joyeux Noël tout le monde. C'est une journée quand même assez remarquable, mais très symptomatique de la crise climatique pour les personnes qui ont mon âge et plus vieux, plus vieilles. On se souvient que des hivers extrêmement froids, ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Mais on a de plus en plus d'hivers avec beaucoup de neige. Okay? Et ça, ben, c'est l'équation parfaite pour décrire le réchauffement planétaire. Plus il fait chaud, plus il y a d'évaporation, plus il y a d'évaporation, plus il y a de précipitation. Mais c'est pas tout. Il y a beaucoup plus à savoir. Et je vais commencer à faire le tour. Y a-t-il moyen de fermer le soleil qui est là? Parce que je vais griller d'aplomb. Bon. Merci, Matt. Alors, je suis ici au nom de Groupe Mobilisation, dont je suis un des co-initiateurs. Et les autres personnes, ben là, ils sont pas ici ce soir. La température n'est pas tellement clémente, mais bon, moi, ça me prend plus que ça pour m'arrêter. Donc, je me suis rendu, mais je ne suis pas sûr de me repartir. Donc, le groupe Mobilisation a été lancé, en fait, dans les bureaux de la QLPA il y a maintenant 3 ans. C'est une idée qu'on a eue avec Michel Jeté, cinéaste, qui a fait plusieurs films assez connus au Québec. Sa blonde, qui est productrice de cinéma aussi, Louise Sabourin. Et on se disait, ce serait bon d'avoir un média indépendant pour faire, pour diffuser des nouvelles qu'on n'entend pas vraiment, parce qu'ici, on est toujours à l'eau de rose et encore pire, au chloroforme bien souvent. Par exemple, juste vous pointer un petit quelque chose, au moment où on se parle, le Midwest américain est totalement inondé. J'ai pas vu une image encore dans les grands médias, il n'y en a pas. Il y a eu des événements très graves en Australie il n'y a pas tellement longtemps. On s'est même plaint à Radio-Canada qui n'en parlait pas. Il n'y en aura pas. Alors, c'était l'idée au début de dire on va créer un réseau de diffusion d'informations pour essayer de relayer de l'information et surtout de mobiliser des gens. C'est pour ça qu'on s'appelle Groupe Mobilisation. Prochaine image, s'il vous plaît. Je suis président fondateur de la QLPA, co-fondateur, je n'étais pas tout seul, qui a été fondé en juillet 82, donc ma grosse face poilue, il y en a qui l'ont vu depuis 37 ans, un peu partout, parler des problèmes de pollution de l'air et surtout de dire il faudrait bien qu'on fasse quelque chose parce que si on ne fait pas ce qu'on a à faire comme responsable, ben, c'est nos enfants qui vont passer au bac, puis c'est pas quelque chose qu'on voudrait. Il y en a qui s'en foutent et ben, nous, on a travaillé justement pour mobiliser un maximum de gens. Et j'ai le plaisir de dire que toutes les batailles qu'on a menées, et elles sont parmi les plus importantes de l'histoire du Québec et même du Canada, ben, on les a gagnées. On les a gagnées pourquoi? Parce que les gens se sont mobilisés avec nous. Tantôt, Marc il rappelait une des batailles que vous vous souviendrez, la bataille des gaz de schiste. C'est la QLPA qui a réveillé le Québec au gaz de schiste, à cette réalité menaçante-là. Eh bien, il n'y en a pas eu de production de gaz de schiste, et je pourrais donner plein d'autres dossiers comme ça, où on a fait la différence. Bien, on a fait la différence parce que les gens se sont mobilisés, les gens se sont levés, ils ont travaillé avec nous. Et j'ai le plaisir de dire que quand j'ai co-fondé la QLPA, j'étais arrivé avec l'idée de créer le premier groupe d'éducation populaire, le premier groupe citoyen d'éducation populaire à l'environnement, avec l'idée que si les gens finissent par comprendre de quoi on parle, parce que je suis membre de groupe écolo, ben on a des chances de pouvoir faire changer les choses
plutôt que si on aurait juste des écolos qui sensibilisent les écolos. Prochaine. Greenpeace, ben, c'est pour annoncer que mon chum Patrick, qui va passer après moi, ben, il fait partie de Greenpeace. Et Greenpeace collabore avec nous, et c'est une collaboration là, qui date depuis maintenant très longtemps. Et ben, c'est un plaisir de collaborer avec Patrick et les gens de Greenpeace. Prochaine. Je suis ici pour vous présenter la déclaration d'urgence climatique, et c'est ça qui est la première chose qu'on a fait à Groupe Mobilisation, c'est de rédiger une déclaration, faire reconnaître qu'on est en état d'urgence climatique. OK? Parce qu'il n'y a pas longtemps, on continuait à nous dire « Ah, c'est du changement climatique ». Mais ça, moi, un vieux de la vieille, ça me rappelle que dans les années 90, on ne parlait pas de changement climatique. Même dans les années 80, on ne parlait pas de changement climatique. On parlait de bouleversement climatique. Puis à un moment donné, il y a des grands experts des communications politiques et gouvernementales qui ont dit « Bouleversement climatique, ça fait peur. » On est mieux de trouver un nom plus doux, qui va moins énerver les gens. On va dire changement climatique. Puis il y en a même qui sont lancés à nous dire « Hey, ça va être au bout. Il va y avoir des étés qui vont faire plus chaud, des hivers qui vont faire moins froid. Hey, on va pouvoir jouer au golf plus longtemps. La production agricole va augmenter parce que là, l'été va durer, puis il y avait des bons côtés. Puis les quelques petits problèmes qu'on pouvait imaginer, ben, c'était des écolos flyés qui en mettaient trop, puis c'était pas si grave que ça. On a eu à se battre. Moi, la première conférence que j'ai faite sur le bouleversement climatique, c'était en 1984, et c'était justement, on annonçait que si rien ne se passait, on se retrouverait avec des problèmes extrêmement graves. Oui, c'était une bonne idée de passer à la prochaine diapo. Alors, voici la déclaration d'urgence climatique. Ah, OK. Je me demandais, ça avait l'air d'un gros ton, mais c'est pas un ton. Bon. OK. Alors, la déclaration d'urgence climatique, la déclaration citoyenne universelle. On est obligé de changer de nom parce que, d'abord, il y a beaucoup de citoyens et de gens d'un peu partout au Québec qui adhèrent. Présentement, on a à peu près 320 municipalités qui ont endossé la déclaration, et il y a des milliers de gens qui l'ont endossé aussi, puis il y a plein d'organisations. Et cette déclaration-là vise à faire reconnaître l'état d'urgence. Quand on a commencé, même parmi les écolos, il y a des gens qui disaient qu'on exagérait. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, ben, c'est une expression consacrée qui est utilisée partout dans le monde. On est en état d'urgence climatique et il faut agir en conséquence. Puis agir en conséquence, ça ne veut pas dire shooter en bas du pont. Ça veut dire qu'il faut se trousser les manches puis mettre en pratique les moyens pour faire face à la situation. Et il y a moyen de passer à travers cette crise-là. Bien, les gens de mon âge, on va en subir les conséquences, puis il y a 2-3 générations qui vont en subir les conséquences, mais il y a moyen de rendre ça viable. Ce ne sera pas aussi douillet que c'était, mais il y a moyen de rendre ça viable. Mais si on ne le fait pas, bien là, j'aime autant pas penser ce qui va arriver. Donc, moi, je suis au front justement pour faire changer les choses, et je me dis toujours, l'espoir réside dans l'action. Alors, si on regarde la déclaration d'urgence climatique, bien là, on est rendu à un point où on parle de bouleversement climatique abrupt et irréversible. Au moment où on se parle, partout, à toutes les saisons, il y a des événements climatiques extrêmes qui causent des problèmes très sérieux, que ce soit au niveau économique. On a voulu renverser un peu le discours parce que normalement, on s'attend à ce qu'un écolo va dire problème écologique en premier. Non, on va faire un petit changement. Problème économique. La crise climatique expose les économies, les sociétés, les écosystèmes à de graves risques pouvant entraîner l'économie mondiale dans un écroulement global. C'est quoi l'affaire? Regardez bien. L'Australie, il y a quelques mois, brûlait tout. OK? Tout de suite après, ils ont eu des inondations comme ils n'ont jamais vu. Juste au niveau des assurances. Les compagnies d'assurance se demandent comment ils vont faire pour être capables d'assumer leurs responsabilités. Puis
puis il y a une limite à augmenter les primes d'assurance, hein, parce que là, tu as bien beau dire, bon, mes coûts ont explosé, je vais transférer ça aux clients, mais le monde, à un moment donné, ils n'auront pas assez d'argent pour avoir des assurances, fait que ça ne marche pas. Mais il n'y a pas que ça. Tous les impacts économiques globaux, là, on peut faire une espèce de ventilation en disant, ben quand il y a quelqu'un qui meurt, ça coûte cher. Mais pour une personne qui meurt, il y en a peut-être 10 000, 100 000 qui vont avoir des affections, qui vont avoir des problèmes. J'entendais tantôt parler d'éco-anxiété, et oui, c'est une nouvelle maladie qu'on reconnaît. Les gens craignent l'avenir, et il y a des gens qui, ayant vécu des inondations ou ayant vécu des feux de forêt, des sécheresses, toutes sortes d'événements climatiques qu'on connaît, ont peur au prochain. Puis là, je pense surtout aux gens en Outaouais. Notre ancien directeur général à la QLPA est maintenant directeur général de la MRC de Pontiac. Et ça fait 3 inondations puis 6 tornades qu'il connaît en 4 ans. OK? Ben, les inondations ont fait disparaître des maisons et aussi des endroits, des lieux de travail pour du monde. Les tornades ont aussi causé beaucoup de dommages, mais il y a aussi beaucoup d'impact pour si on veut, au niveau de la santé mentale des gens. Alors, tout ça, puis là, je ne ferai pas une énumération de tout, ça coûte extrêmement cher. Niveau de la santé humaine. Bien, l'activité humaine influe sur le climat mondial avec de graves répercussions pour la santé, pouvant entraîner un effondrement de la population mondiale. Pourquoi? Dégradation de la qualité de l'air, liée aux hausses de température, migration d'insectes responsables d'infections, dégradation de l'environnement, contamination biologique des réserves d'eau douce, diminution des réserves d'eau potable, multiplication des maladies cardio-respiratoires, augmentation des cancers, la mortalité, la morbidité, les coups de chaleur extrêmes, augmentation des risques de pandémie. Wow! Quand tu as lu ça, là, tu n'as pas le goût d'aller souper. Hein? C'est sûr. Bon. Par contre, c'est une réalité. OK? Pas plus tard que l'été passé, on a connu la canicule la plus importante dans l'histoire, OK, du Québec, mais aussi dans l'histoire de l'hémisphère nord, juste au Québec. On commence par la région de Montréal, ça commence toujours par la région de Montréal. Je demeure à la Beauce en passant. On nous a dit qu'il y avait 100 personnes qui sont décédées. Sur le même principe de la pyramide que je vous ai dit tantôt, pour les 100 personnes qui sont décédées, il y a eu des centaines de milliers de personnes incommodées qui ont eu des problèmes respiratoires, des problèmes cardiovasculaires, toutes sortes de problèmes. Et ça, ben, on ne veut pas trop en parler. Mais on a appris aussi qu'il n'y avait pas rien qu'à Montréal que le monde en a souffert. Même chez nous, sur le Mont-Frampton, là, on est habitués, nous autres, on est bien haut dans les airs, puis même l'été, c'est frais, ben, il a fait chaud en tabarouette. Mais ici, on a appris dernièrement qu'il y avait eu une douzaine de morts. On a appris que dans la région de Sherbrooke, il y avait eu une 15aine de morts. On a appris que dans la région de Québec, c'est une 12aine de morts aussi. Et là, ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont tenu des registres. Là où on ne tient pas de registre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui est mort. Mais ça, c'est une réalité avec laquelle on vit et qu'on va devoir vivre de plus en plus. Il faut s'adapter. Et s'adapter, on y reviendra tantôt. Au niveau alimentaire, les changements climatiques provoquent de graves problèmes de sous-alimentation et des famines qui mettent en danger la vie de plus de 4 milliards d'êtres humains, créant des conditions de migration massive et constituant une menace pour la sécurité alimentaire mondiale. OK? Au niveau du monde, il y a des sécheresses et des inondations. Présentement, quand on écoute le président Trump qui veut bâtir un mur, puis là, plus ça va, plus son mur s'allonge, puis il monte de plus en plus haut, c'est pour empêcher des gens qui viennent du sud et des gens qui partent de différents pays, comme du Guatemala, de l'Honduras, ben, ils vivent des sécheresses comme ils n'ont jamais connues, et les terres sont rendues stériles parce que presque brûlées. Parce qu'en plus, il y a eu des compagnies qui ont exploité ces terres-là avec beaucoup d'engrais et de pesticides, de toutes sortes de produits chimiques, qui fait que ces gens-là n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins avec leurs terres agricoles. Donc, c'est ce qui se passe. Ben, ils migrent vers le nord. Et bien là, la meilleure idée que Trump a eue, c'était de bâtir un mur.
d'allonger le mur, parce que le mur existait déjà. 75% des sols de la planète sont endommagés. OK? Ce qui menace dangereusement les rendements des cultures. Là, je ne lirai pas tout ça, je vais vous donner juste des petits exemples là, que plusieurs vont reconnaître. Vous savez que les produits maraîchers qu'on mange ou qu'on achète proviennent en grande partie de l'extérieur parce qu'on n'est pas tellement bon dans la production de laitue en hiver au Québec. Hein? Donc, on achète de la Californie qui, a passé au feu à 3 années dernièrement et qui est en sécheresse totale depuis un bon bout de temps, ou proviennent de la Floride. Les terres en Floride commencent à être inondées de plus en plus, ou proviennent des États comme le Mexique, le Honduras, le Guatemala, qui sont en train de brûler de bout. Ce qui veut dire que même notre pomme de laitue, ben, on a vu le prix augmenter de façon radicale dans les dernières années. Est-ce que ça veut dire que là, on ne va plus pouvoir manger de laitue? Non, ça veut dire qu'il faut penser autrement. On va y revenir plus tard. Autre acétate, autre diapo, s'il vous plaît. Donc, considérant l'augmentation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre provenant de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de la fonte du pergélisol du sol, l'augmentation de la température moyenne du globe, qui, par sa vitesse, dérègle de façon sans précédent le climat mondial, à la prochaine étape, on change, je vous laisse. Ça provient de là, hein? Quand on regarde ça, pas besoin de grosses explications. Il faut passer du pétrole aux énergies vertes, renouvelables, et surtout apprendre à arrêter de surconsommer. On ne peut pas soutenir le niveau de consommation qu'on a longtemps. En fait, on est déjà en déficit depuis longtemps. On consomme plus que ce que la planète peut nous ramener, et ça, on le sait depuis les années 80. Prochaine. L'autre grand responsable, c'est le transport. Prochaine étape. L'agriculture aussi compte pour beaucoup. Quand on produit beaucoup de grains, ben on utilise beaucoup de combustible et d'engrais à base de pétrole. Mais quand on utilise ces grains-là pour nourrir des bœufs, et que là, on a des parcs d'engraissement de plus en plus gros, des méga industries agricoles, là, ça commence à être compliqué et c'est très énergivore. Prochaine. OK. Mais là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il va manquer dans les points. J'en avais 5, j'en ai vu 3, mais c'est pas grave. Je vais revenir dans les impacts, parce qu'on a parlé de l'impact économique, alimentaire et au point de vue social, mais il y a aussi les impacts environnementaux. Ça, pas besoin de faire un grand dessin là-dessus. Les impacts environnementaux, ben, quand il y a des sécheresses, ben, c'est sûr que ça a des impacts sur toute espèce vivante, de l'être humain à la grenouille, en passant par les oiseaux et les poissons. C'est aussi pour la végétation des impacts importants. Et quand le niveau d'eau monte dans les océans, ben, veut pas, ça a des impacts environnementaux importants. Genre, ça fait disparaître les îles de la Madeleine avec le monde qui vit là dans pas trop longtemps. Mais il y a toutes sortes de problèmes du genre au niveau environnemental. J'en ferai pas toute la nomenclature, mais c'est sûr que c'est d'abord un problème environnemental extrêmement important, extrêmement grave. Ici, ben, on voit bien, avec la fonte du pergélisol à cause de l'échauffement planétaire, ben, non seulement la calotte glaciaire disparaît, mais ça libère du méthane qui en soi est un gaz encore plus dangereux que le gaz carbonique ou le CO2. Et là, ben, ça devient aussi très problématique, mais je vais laisser Patrick entrer dans les détails plus techniques après moi. Suivant. Ici, ben, on voit, ça c'est la quantité de parties par million de CO2. Bon, excusez, j'avais SO2 dans la tête, je savais que c'était pas ça. Donc, on voit qu'il y a une augmentation constante, et si on recule, il y a 300 millions d'années, ben, il y avait à peu près 280 particules par million de CO2 dans l'atmosphère. Et avant ça, on a connu des périodes où il y avait eu plus que ça,
mais c'était une période où la planète était une étude. Okay? Donc, oui, il y a eu des variations, mais des variations qui ont eu lieu sur des centaines de milliers d'années. Le réchauffement qu'on connaît présentement se calcule sur les 150 dernières années, même 200 en forçant. On parle du début de l'ère de l'industrialisation. Là, il y a vraiment une montée en flèche des émissions de gaz à effet de serre. Suivant. Ben ça, c'est ça. Vous voyez d'une autre façon. La température augmente surtout depuis les années, si on veut, là, de 1970. Là, ça prend vraiment là, une ascension pas mal surprenante. Suivant. Ici, ben, le GES a un niveau record en 2017. Ben oui, c'était un niveau record en 2018, un niveau record en 2019. Je suis sûr, je peux t'agager un 2 là-dessus. Suivant. Top 10 des mois de janvier les plus chauds que la NASA a enregistrés. Ben, tac, tout depuis 2005, 2003. Hein? On voit 2002. On remonte là. Les années les plus chaudes, on aurait pu rajouter 1988, mais là, on ne s'étendra pas là-dessus, mais ça a été très significatif pour le Québec, l'été 88. Alors, on voit que plus ça va, plus la température augmente et plus c'est récurrent. Si on regarde 2002, 2003, 2005, mais après ça, whoop, là c'est 2007, 2010, 2015, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. C'est à tous les années. Suivant. Bon, selon le National Atmospheric and Ocean and Atmospheric Administration, le NOAA, on nous dit que les prédictions étaient que l'année 2018 va démontrer des records d'augmentation de la température et bien sûr le gaz à effet de serre dans l'air. Et bien, ça a été rapporté maintenant, dans l'année 2019, bien, la preuve a été faite 2018 et probablement l'année la plus chaude qu'on aura connue, ou en tout cas dans les 3 plus chaudes. Suivant. Considérant que tous les indicateurs scientifiques montrent que nous sommes en crise climatique, que nous nous dirigeons à court terme vers une catastrophe appelée bouleversement climatique abrupt et irréversible qui menace la civilisation et la vie. Suivant. Ça ici, ben là, vous voyez toutes les courbes là, qui montrent l'ensemble des gaz et la température des océans, température en Arctique, les émissions de CO2 cumulatives, l'acidification des océans. Tous ces indicateurs-là pointent vers le haut et sont au rouge. Il n'est plus question de revenir en arrière et dire ben peut-être que c'est d'autres choses. Il y a du monde qui sont payés pour nous faire croire que c'est d'autres choses. Les compagnies pétrolières le savent depuis les années 80 et même avant que brûler des combustibles fossiles aura un impact sur le climat, qu'on appelait les bouleversements climatiques, qu'on a changé en changement climatique, et maintenant on parle de crise d'urgence climatique. Suivant. Le climat de la Terre devrait ressembler d'ici à 2030 à celui d'il y a 3 millions d'années. OK? Et à ce moment-là, ben, 3 millions d'années de refroidissement qui a été annulé en 2 siècles. Il faut comprendre que, c'est ça que je vous disais tantôt, là, en 200 ans, on a réussi à faire à faire des variations qui prenaient des millions d'années, des centaines de millions d'années à se produire. Okay? Donc, le climat de la Terre devrait ressembler en 2030 à celui d'il y a 3 millions d'années. On calculé, les chercheurs, dans une étude publiée lundi dans les comptes rendus de l'Académie américaine des sciences. Okay? Et ça, c'était il y a, je ne me souviens plus exactement, le 10 décembre. Ouais, voilà. 10 décembre 2018, pardon. La température était de 1,8 à 3,6 degrés Celsius plus élevée qu'à l'époque. Et si vous vous en souvenez, on nous a rappelé, la ministre de l'Environnement, j'ai trouvé vraiment là, fendant d'entendre ça, nous dire que c'est au Canada que ça se réchauffe le plus vite sur la planète. Puis le Canada est un cancre dans la lutte au changement climatique. Ça, elle n'a pas eu le courage de le dire, là, mais le Canada ne fait rien. Le Canada laisse augmenter ses émissions et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser pour faire changer les choses.
Si on ne change pas, ben, comme mon grand-père il disait, si ça ne rentre pas par le bout d'en haut, ça va rentrer par le bout d'en bas. Ça veut dire qu'on va avoir un moyen coup de pied au derrière. Voilà. Suivant. Ici, ben voilà, on nous a dit il n'y a pas tellement longtemps que si on ne changeait pas, et ça c'était en août 2018, et que la planète deviendrait un étuve. OK? Ben, on a vu, là, comme je vous parlais tantôt, en Australie, des températures comme on n'a jamais vu, au-delà de 50 degrés. Oh boy, ça commence à être chaud pas mal. Puis il y a des bouleversements, comme je vous disais, 3 saisons dans 3 parties du monde maintenant. Suivant. La grande débâcle de l'Arctique. Moi, j'ai un de mes voisins dans la Rancette qui est le capitaine de l'Amundsen. C'est un bateau brise-glace qu'on utilise comme navire laboratoire qui va dans l'Arctique. Et lui, ça fait exactement le même temps que moi, 37 ans qu'il est capitaine sur ce bateau-là. Puis, ça fait 30 ans que je demeure à Frampton, donc on se croise régulièrement. Et il me rappelle à tout bout de champ qu'il n'en revient pas d'une année à l'autre, là. Il y a de moins en moins de glace, il fait de plus en plus chaud, il y a de plus en plus d'eau, ça vire au bleu plus qu'au blanc, et il le voit, puis il trouve absolument incroyable qu'il constate ça, mais que là, l'action se fait toujours attendre. Je vais vous rattraper dans le détour, parce que pour qu'il y ait de l'action, ça prend du monde comme vous autres, comme nous autres, pour se lever et dire il faut que ça bouge. Suivant. Les canicules qu'on connaît réchauffent aussi les océans. Plus la température de l'atmosphère se réchauffe, plus les océans accumulent de la chaleur et ensuite relaient cette chaleur-là dans l'atmosphère et ça cause beaucoup de problèmes au niveau de la biodiversité des océans, on passe par l'acidification, la mort des coraux, des espèces qui ne peuvent pas vivre dans des eaux chaudes comme ça, qui disparaissent, sans compter toutes celles qui s'empoisonnent à manger du plastique. Suivant. Considérant les actions inadaptées des acteurs politiques face à la situation dramatique qui se développe dangereusement. Suivant. On parlait d'acteurs inadaptés ou de tempérament inadapté, de comportement inadapté. Bon, on a un premier ministre très mal adapté à notre réalité qui a promis il n'y a pas tellement longtemps, en 2015 à Paris, que le Canada serait parmi les leaders de la lutte au changement climatique et la main sur le cœur promettait que le Canada ferait tout en son pouvoir pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre de façon responsable, avec l'objectif de faire un effort proportionnel pour le Canada pour maintenir à moins une augmentation de moins de 1,5, au maximum 2 degrés d'échauffement. Mais ça, c'était à Paris. Quand il est revenu au Canada, ben, il a autorisé l'augmentation de la production de pétrole et surtout la construction de pipelines. Ils ont essayé toutes sortes de subterfuges pour faire passer les pipelines. Heureusement, les gens un peu partout, au Québec comme ailleurs, se sont levés et ont dit on n'en veut pas. On est en urgence climatique, il faut changer de comportement. Mais tant qu'on aura des politiciens qui font du cinéma vert et qu'on les laissera faire, ben ça ne va pas nous aider. Alors, il faut être ferme, décider et mettre des gens comme ça hors circuit. Il faut les conservateurs, même genre, parce que c'est Trudeau, c'est comme un conservateur déguisé, il fait la même job qu'Harper avait fait. Donc, ce n'est pas dans cette direction-là qu'il faut aller. Il faut vraiment passer de transition énergétique. Et les solutions existent. Puis on va arriver dans les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a des bonnes nouvelles si on se retrousse les manches. Suivant. Ça, ben, c'est l'œuvre de M. Trudeau avec sa gang de pétroleux. L'idée, c'est que là, on prend l'argent des contribuables, on l'investit pour acheter des vieux pipelines, on en bâtit d'autres. Au moment où on nous a dit qu'on va sortir du pétrole, ben, on bâtit des pipelines.
La durée de vie d'un pipeline, c'est au moins 50 ans. Fait que ça veut dire qu'on ne sortira pas avant 50 ans, à moins qu'on se lève. Suivant. Ah ben oui, deux mésadaptés sociales ou sociaux. Ah, ça ressemble, je sais pas, ils vont bien ensemble, mais on n'aimerait pas avoir ça trop longtemps au pouvoir parce que c'est vraiment là, désolant. Mais les deux font la paire, là, deux hommes de gros moignons. Considérant que le Conseil de sécurité de l'ONU qualifie le changement climatique d'amplificateur de menaces à la paix et à la sécurité, et suivant s'il vous plaît, là je vous ramène au mur de M. Donald Trump, ben là on compte en millions, voire en centaines de millions des gens qui peuvent être qualifiés de réfugiés climatiques. Les gens qui, dans leur pays, n'arrivent plus à nourrir leur famille, ils ne restent pas là pour mourir de bout. Ils essayent de trouver d'autres endroits pour faire face à leurs besoins, pour remplir les besoins. Il n'y a pas une mère ou un père de famille qui va regarder ses enfants mourir de faim et dire « Ah, c'est la vie ». Ils vont tous essayer de faire quelque chose pour éviter ça. Alors ça devient en soi une menace de déstabilisation pour bien des pays, parce que ce n'est pas tous les pays qui peuvent accueillir tout d'un coup, puis on le voit surtout en Europe, mais c'est vrai aussi en Amérique. Mais quand il y a des millions et des millions de personnes qui envahissent d'autres pays, parce qu'ils sont dans leur pays, c'est soit la guerre ou la sécheresse, ben c'est invivable. Alors là, c'est une réalité avec laquelle on doit composer, et il y a des solutions à ça. Les solutions, c'est certainement d'arrêter de créer des guerres pour aller prendre le pétrole des pays, là on parle en Afrique, mais il y a plein de pays où on crée des guerres juste pour s'approprier les ressources et au prix de ces gens-là. Et quand on sait qu'on doit passer à la déconsommation, à réduire notre consommation et à consommer autrement, plus de spirituel, moins de matériel, plus de santé, moins de chrome, bien là, on pourra peut-être trouver des solutions pour tous ces gens-là. On change. M. Gutiérrez disait « Le monde appelé à ne pas trahir les générations futures. » OK? Ça, c'est le directeur général, le secrétaire général, pardon, de l'ONU, qui interpelle le monde entier, tous les pays, tous les gouvernements, tous les politiciens, à ne pas trahir les générations futures, ce qui veut dire à ne pas les laisser tomber. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on impose un agenda politique d'urgence climatique à tous les gouvernements. Puis il ne faut pas se dire « Ah, ben nous, au Québec, on est moins polluants que les autres, fait que c'est pas grave, on va laisser passer. » Non, non, c'est pas de même, pas à tout. On est sur un gros navire qui est en perdition. Et là, on vient de mettre les chaloupes à l'eau. OK? Puis il y a une chaloupe qui s'appelle Québec. Après l'eau. On fait quoi? On laisse monter l'eau ou on enlève notre partie d'eau qui est dans la chaloupe? Si tout le monde laisse l'eau monter dans chacune des chaloupes de survie, ben, on aurait tous bien resté dans le bateau et couler avec. Hein? Donc, il n'y a pas de petits efforts, il n'y a pas de petits pollueurs. Puis si on regarde ça sur le niveau individuel, les Québécois et les Québécoises, c'est des gros consommateurs, des gros consommateurs d'énergie et des gros gaspilleurs d'énergie de matière. Donc, on doit se regarder nous-mêmes et agir sur ce que nous pouvons faire et essayer de convaincre les autres d'en faire autant. Si on attend après les autres et qu'on ne fait pas notre bout, ben, tout le monde va regarder les autres et dire, ben, quand les autres, ils ne font pas, pourquoi qu'on le fait nous autres? Donc, on doit faire ce qu'on a à faire, on doit assumer nos responsabilités. Suivante. Ça, ben, c'est des images que vous avez vues l'été passé. C'est la Californie. Hein? Pas besoin de faire un grand dessin. L'image parle par elle-même. J'ai des amis qui vivent en Californie et pour eux autres, c'est dramatique et vraiment, là, ça se passe de mots. C'est à tous les saisons maintenant. Les feux sont de plus en plus importants. La sécheresse est de plus en plus présente. Et pire que ça, ce qui alimentait la Californie en eau potable, c'était les neiges éternelles
dites éternelles sur les montagnes, mais ils n'étaient pas vraiment éternels, c'est des neiges annuelles. Donc, en haute altitude, il s'accumulait de la neige sur les montagnes durant tout l'hiver, et après ça, ça fondait, ça alimentait toute la Californie, ou des grandes parties de la Californie, certainement pas dans le désert, là, mais ça alimentait la Californie en eau potable. Maintenant, des grandes régions comme Los Angeles voient leur approvisionnement en eau potable disparaître. Suivant next. Nous, citoyens et citoyennes, déclarons que nous sommes en crise climatique, et cette crise est un état d'urgence climatique. Ça, c'est la conclusion de la déclaration d'urgence climatique qu'on vous demande d'endosser, de propager et de forcer nos gouvernements à agir de façon responsable en conséquence de l'urgence climatique. Vous avez connu ici aussi des inondations. Vous avez vu, il n'y a pas tellement longtemps, le lac Saint-Pierre qui débordait un peu partout. Ça a été en Outaouais, ça a été par chez nous, en Beauce, c'était d'autres choses. Juste donner l'exemple le printemps qui était passé. Le printemps passé, ben, ça a tellement pris de temps pour sécher que les agriculteurs ne voyaient pas l'heure d'aller semer d'un champ. Quand ils ont réussi à rentrer dans un champ, ils ont arrêté de mouiller pendant des mois, tout a brûlé de bout. Puis là, ben, il y a beaucoup de gens, d'agriculteurs, qui se sont retrouvés dans une situation catastrophique au niveau économique et au niveau psychologique. Économique, parce que là, comment tu fais pour nourrir tes animaux si tu n'as rien? Tu es obligé d'acheter du foin du voisin, le voisin n'a pas de foin. Tu vas acheter du grain d'un autre voisin, il n'y en a pas de grain. Et là, les comptes doivent se payer à la fin du mois pareil. Tu n'en as pas d'argent. Ça, c'est un cul-de-sac. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus l'éco-anxiété au niveau agricole qui, finalement, démoralise les gens. Alors, il faut apprendre à développer des résiliences. On va y venir. Prochaine étape, s'il vous plaît. Il y a 15 000 scientifiques en 2017 qui nous ont dit que ils sonnaient l'alarme, on est en état de vraiment d'urgence, mais on ne le reconnaît pas, la planète est en train de brûler ou, dans d'autres cas, s'inonder. Il y a des grandes parties, il y a des pays, on pourrait penser au Bangladesh, qui voient l'eau monter, mais le pays est tellement plat, on pourrait penser aux Pays-Bas aussi en Europe, on voit l'eau monter, c'est le pays qui disparaît. Suivant. Tantôt, je parlais des 5 niveaux. Niveau économique, niveau santé humaine, niveau alimentaire, niveau environnemental, niveau sécurité nationale et internationale. Bien, c'est sûr, et là je vais conclure pour cette partie-là au niveau de la sécurité, bien, je le disais tantôt, dans des pays où là les gens meurent de faim, bien, les gens ils ne resteront pas là à attendre de mourir, ils vont essayer de faire de quoi. Et là, ça crée toutes sortes de chaos, toutes sortes de problèmes, et c'est un terreau fertile pour le terrorisme, c'est sûr, mais c'est aussi ça force des mouvements de masse de population vers d'autres pays qui créent des tensions. On le voit bien en Europe, mais on le voit dans d'autres parties du monde. Et ça, ben, c'est la nouvelle réalité. Okay? Donc, ces 5 niveaux-là nous amènent à conclure qu'on est en état d'urgence climatique et il faut agir comme si on était en état de guerre. Okay? Il faut vraiment déclarer l'état d'urgence et mobiliser toutes les ressources, tous les moyens qu'on peut, partout, au Québec y compris, pour faire face à cette réalité-là. Et il y a un exemple qui existe pour les plus vieux. Il y a eu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale le plan Marshall qui visait à mettre toutes les ressources des États-Unis au profit pour finir la guerre, à profit pour finir la guerre et ensuite pour rebâtir l'Europe. Okay? Et on l'a fait, on a transformé des usines qui bâtissaient des voitures en usines qui fabriquaient toutes sortes de biens. D'abord, pour finir la guerre, ils ont bâti des avions, des bombardiers, mais après ça, une fois que la guerre était finie, l'effort de reconstruction a été quand même soutenu par des industries qui, avant, avaient d'autres vocations. Le gouvernement a déclaré qu'il fallait faire un effort de guerre pour, justement, en finir avec la destruction et tous les problèmes sociaux que ça avait entraîné. Suivant. Bon, niveau économique, on en a parlé, suivant. Moi, il y a de quoi qui a été mêlé. Bon, à Davos, ah oui, ben oui,
Forum économique de Davos. Maintenant, même les gens de la haute finance nous disent « Wow, mise en garde contre le réchauffement planétaire, c'est quelque chose qui va nous coûter extrêmement cher. » Ça fait longtemps qu'on le disait, là, ils commencent à s'en apercevoir, ça touche à leur portefeuille. Suivant. Le journal des affaires. C'est pas l'écho des écolos, ça, là. Hein? C'est le journal des affaires. Non, l'avenir n'est pas économique, il est social. C'est un peu ce que je vous disais tantôt. Ce qu'il faut, c'est passer à autre chose. Passer du matérialisme, de la consommation, du clinquant, du chromé, à une société qui prend soin de ces gens. OK? Les gens qui sont morts l'été passé, vous avez certainement entendu la même histoire que moi, qui est désolante comme ça se peut pas. Je suis sûr qu'il y en a eu d'autres, on ne le sait pas. D'un couple à Montréal, de personnes âgées qui sont morts, ils ont été retrouvés morts un mois et demi après, dans leur maison. Ils étaient tous les deux morts d'un coup de chaleur, mais personne ne s'en occupait, donc personne ne le savait. Et ça fait partie des choses qu'on devra apprendre à changer. Maintenant, prendre soin de nos gens. Parce que les conditions climatiques vont faire que ça va devenir de plus en plus difficile. Bien là, il faut s'adapter et s'assurer qu'on va être capable de passer à travers cette période-là, mais de façon commune ou communautaire. On est ensemble, pognés dans cette bad trip-là, mais ensemble, on peut développer les moyens pour passer à travers des situations de crise. Suivant. Ça, ben, on en a parlé. Au niveau de la santé humaine, ben, hein, on parle d'éco-société, d'éco-anxiété, mais il y a plein de maladies aussi. On peut penser, par exemple, dans mon coin chez nous, on voit entrer de plus en plus la tique porteuse de la maladie de Lyme. Ben oui, on connaît des gens qui sont atteints de la maladie de Lyme maintenant, qui n'existaient pas il n'y a pas si longtemps. Suivant. Et bien là, ici, une pizza de record qui nous démontre que, voilà, ça avait l'air de ça, là, hein? Ça, c'était l'été passé. Puis, des records comme on n'en a pas vu, là, bon, regarde, là, prenez l'année que vous voulez, puis vous voyez les températures, puis bon, des records, on en bat à 2 années, et particulièrement l'année passée. Suivant. Ben ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler bien longtemps. Il faisait chaud, on a besoin d'eau. On aurait préféré que ce ne soit pas une bouteille en plastique, mais rendu là, tu es aussi bien de l'avoir en plastique que pas de l'avoir. Oui, Dieu. Suivant. Les personnes les plus vulnérables, les bébés, les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de troubles cognitifs ou de santé mentale, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes consommant certaines classes de médicaments. Donc, quand on arrive dans des canicules, des chaleurs extrêmes, ces gens-là sont très vulnérables. Suivant. Les facteurs de risque augmentent la vulnérabilité de certaines personnes. Les personnes vivant seules, les personnes âgées, comme je disais tantôt, les personnes travaillant à l'extérieur dans un environnement chaud. On pense aux gens qui travaillent sur la construction ou sur les constructions, surtout les toits. Et même dans les hôpitaux, hein, pendant qu'il y avait les canicules extrêmes l'année passée, ben, les infirmières recevaient des gens qui avaient des malaises. Ben, il manquait de personnel, 2, il manquait de ressources. En plus, il manquait de climatiseurs. Souvent, il faisait plus chaud dans l'hôpital qu'il faisait dehors. Donc, c'est complètement fou. Mais la logique économique voulait qu'on coupe, ben, ça coûtait trop cher les soins de santé. Ben là, on arrive à un cul-de-sac. Suivant. Les patients dans les hôpitaux suffoquent, c'est ce que je voulais vous dire, et ça n'a vraiment pas été drôle pour beaucoup de monde. Je connais des infirmières qui elles-mêmes ont souffert de martyr parce qu'ils ne voulaient pas laisser les gens pâtir. Bien, eux autres mêmes, ils n'étaient plus capables de s'étaient rendus au bout. Suivant. Bon, maladie de Lyme, il y a toutes sortes de maladies, mais celle-ci, on a mis... L'exemple, ça, c'est par chez nous, on commence à en voir, ça fait que ça n'existait pas, puis plus la température augmente, bien, la barrière thermique du froid des hivers qu'on avait avant n'existant plus, ces bébites-là montent. Et on a même dit, maintenant, on voit apparaître en Ontario des araignées dites la veuve noire, qui ne jamais passé la frontière canadienne, mais maintenant, elle remonte elle aussi.
on peut parler de bien des espèces, pendant qu'il y en a d'autres qui sont obligés de descendre, comme l'ours polaire, ben, bientôt, il ne sera plus blanc, il va être brun parce qu'il va être mélangé avec les ours, les grizzlies, parce qu'il ne peut plus vivre dans son milieu. Mais il y a des déplacements d'animaux, d'insectes comme ça, qui sont causés par le réchauffement aussi. Suivant. Niveau alimentaire, on en a parlé. Suivant. Les crises alimentaires, ben, on en a parlé en masse. Là, si on regarde ce qui se passe dans plusieurs pays, c'est la famine. Ça ne produit plus assez, surtout dans les pays pauvres. Suivant. Les catastrophes climatiques, principalement la sécheresse, ont été parmi les principaux déclencheurs des crises alimentaires dans 23 pays, dont les 2/3 en Afrique, et ont plongé 39 millions de personnes dans l'insécurité alimentaire aiguë. Et ça, c'est l'ONU qui nous disait ça il n'y a pas si longtemps, en 2018. Suivant. Les espèces vivant dans les eaux, ben, comme l'eau se réchauffe et s'acidifie, ben, les espèces ont de plus en plus de problèmes. Puis ça, c'est une espèce parmi les plus fragiles. Alors, voilà, ça cause des problèmes à ce niveau-là. Même dans les lacs, parce que les lacs, il n'y a pas juste les océans qui se réchauffent, même dans les lacs, on voit de plus en plus les lacs se réchauffer. Donc, ça occasionne des problèmes pour toute la vie aquatique. Suivant. Les pêches souffrent du réchauffement des océans. Il y a des espèces de poissons qui disparaissent, qui s'en vont ailleurs ou qui carrément disparaissent parce que le milieu n'est plus viable. Suivant. Si on l'a vu, on y va. Ici, ben, un orignal qui est pogné avec la tique d'orignal. Voilà, ça, on en voit dans le Bas-Saint-Laurent et c'est pas joli à voir et les orignaux finissent par mourir de fatigue et d'épuisement et là, c'est ça. C'est une autre tique qui s'attaque à des espèces animales. Suivant. Hubert nous disait que l'heure est grave, même les vers de terre disparaissent et c'est aussi grave de perdre les vers de terre que le réchauffement planétaire, ça va tout ensemble. Donc, il faut faire quelque chose. Il ne reste plus grand cheveu à s'arracher de sa tête, fait que faut faire quelque chose. Suivant, s'il vous plaît. La tique fond, ça on l'a vu, il y a des espèces qui disparaissent aussi dans le nord parce que le territoire ne peut plus supporter ces espèces-là. On a trouvé aussi que dans le pergélisol, il y avait des toxiques. En fait, il y a des animaux qui avaient été gelés dans le pergélisol qui, en dégelant, ont libéré des toxiques comme l'anthrax, qui est extrêmement violent, c'est un poison mortel. Et on a peur qu'il y ait des épidémies comme ça qui se propagent. Suivant. La déforestation, pas besoin de faire une grande dissertation là-dessus. Quand on est rendu à raser des forêts pour produire de l'huile de palme qu'on mélange dans le diesel pour faire rouler des chars, ça veut dire qu'on n'a pas réfléchi bien gros. On pense au cash, on ne pense pas à la vie. Suivant. Ça, ben, on en a parlé tantôt. Suivant. Oui, ça, on en a parlé aussi. Fait qu'on passe à la prochaine. Il y a eu un mélange dans les acétates, je ne comprends pas, mais c'est pas grave, on s'adapte. Migration massive, là, ça, c'est des images que vous voyez régulièrement à la télé, là. Les gens qui quittent soit le Moyen-Orient ou l'Afrique pour s'en aller en Europe. Bien, on en a aussi qui partent de l'Amérique centrale pour remonter au nord. Suivant. Parce que l'ONU reconnaît que le changement climatique implique que tous les pays doivent de toute urgence se dégager des énergies fossiles et qu'il est trop tard pour une transition graduelle, cet état d'urgence climatique doit être déclaré sans délai, ce qui signifie appliquer toutes les solutions connues afin de réduire de toute urgence nos émissions de gaz à effet de serre. Suivant. Sortir des énergies fossiles, charbon, gaz naturel, on devrait dire gaz fossile, parce que du gaz naturel, il n'y en a plus. On parle de gaz de schiste et gaz de houille, mais bon, il n'y a plus rien de naturel là-dedans. Anyway,
le pétrole aussi, il faut s'en débarrasser, remplacer au maximum par des énergies renouvelables comme l'hydroélectricité, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et surtout apprendre à arrêter de gaspiller, apprendre à mettre en pratique la déconsommation et l'efficacité énergétique. Suivant. Ici, encore des affaires qui nous rappellent, oublier la transition, il faut une révolution verte. J'aurais jamais pensé dans ma vie voir le journal des affaires dire ça. Ça vous donne une idée que la situation est sérieuse. Quand je disais ça, dans les années 70, je passais pour un martien, un flyer, n'importe quoi. Aujourd'hui, les affaires le disent, c'est parce que la situation est urgente. Suivant. Et là, ici, il y a ce qu'on appelle les chantiers d'urgence climatique. J'attire votre attention. Vous pourrez en avoir des copies. Avec le groupe Mobilisation, on a développé 12 chantiers qui donnent des pistes d'action dans chacun des domaines. Politique et loi carboneutre, chantier 1. Zéro soutien aux énergies fossiles, chantier 2. Puis ça se décline en beaucoup plus. Quand vous allez dans chacun des chantiers, il y a beaucoup d'informations. Chantier 3, consommation respectant les capacités de la planète. Chantier 4, sortie du chauffage fossile, bâtiment carboneutre. 5, réaménagement du territoire pour un environnement carboneutre. 6, endiguer le gaspillage. 7, mobilité terrestre carboneutre. Les chars électriques, ça vous dit quelque chose? Les autobus électriques, les vélos à pédales et électriques pour ceux qui ont de la misère avec les mollets. Chantier numéro 8, industrie carboneutre. Chantier numéro 9, sol et santé en agriculture et agriculture. Sol en santé et agriculture. Important de protéger les sols si on veut qu'ils poussent de quoi. Chantier numéro 10, autosuffisance alimentaire. Là, je fais le lien avec la pomme de laitue que je vous ai parlé, qu'on ne sera plus capable de faire venir de la Californie. Bien là, il faut apprendre, et c'est ça l'adaptation, à développer des résiliences, être capable de produire le plus qu'on peut, et on a les moyens de le faire. On a des technologies, on a des capacités, on a le territoire, donc on peut produire ce qu'on a besoin de plus en plus et on doit le faire. Devenir indépendant alimentairement parlant, c'est une bonne idée. Chantier numéro 11, système public de santé et de services sociaux prêts pour les crises. Tantôt, je vous ai montré lors de la canicule de l'été passé, mais on l'a vu pour d'autres phénomènes qu'on a connus dans les années précédentes. Le système, on a tellement coupé que les infirmières, les infirmiers, les docteurs sont à bout et la situation ne s'améliore pas. Donc ça, il faut que ça change au plus vite, mettre nos valeurs aux bonnes places. C'est pas vrai que de dire qu'on va couper pour qu'il y ait plus d'argent dans les poches du monde, que ça va rendre les gens plus en santé. C'est faux. Premièrement, plus on coupe dans les impôts puis dans les taxes, on coupe dans les services. On coupe dans ce que les gens ont besoin. Même pour bâtir des trottoirs, des espoirs, il faut payer des impôts. Suivant l'ex. Sortir des énergies fossiles, on l'a dit. Réduire, s'adapter, souffrir. Ça, c'est mon ami Patrick qui a développé ça. Je vais déjà parler. Alors, si on ne réduit pas assez, suivant, il va falloir s'adapter mieux, plus, et souffrir encore plus. Si on réduit plus, on aura moins à s'adapter et on aura moins à souffrir. OK? Donc, on est rendu là. C'est pas compliqué. On réduit, on s'adapte ou on souffre. Puis, c'est pas parce que je veux vous casser la soirée ou casser le party, c'est la réalité qu'on a cachée depuis des années. Nos gouvernements ont joué le cinéma vert en nous disant on a le contrôle. Personnellement, j'ai vu au Canada et au Québec, les deux gouvernements, 8 plans d'action sur la réduction des gaz à effet de serre, plan d'action au changement climatique. Il n'y en a pas un qui a été réalisé. Ça veut dire que là, ça se presse qu'on se lève tous et toutes, puis qu'on fasse prendre les responsabilités à nos politiciens et qu'on s'associe avec nos municipalités. Parce que c'est ça qui est le problème. Quand il arrive une catastrophe quelque part, les citoyens et les citoyennes sont victimes, ils s'en vont voir le gouvernement le plus proche, la municipalité. La municipalité est prise avec les problèmes.
que les gouvernements supérieurs avaient dit « Inquiétez-vous pas, si jamais ça arrive, on va vous donner de l'argent. » Ben, il attend encore d'argent. Mon chum, qui à la MSC de Pontiac, qui était l'ancien directeur général de la QLPA, court encore après l'argent de la première inondation qu'il y a eu il y a 4 ans. Les gens, il y en a encore qui n'ont toujours pas de maison. Entre-temps, il y a eu d'autres inondations, puis il y a eu des tornades. Donc là, il faut travailler avec nos municipalités, nos communautés, et faire des pressions sur nos gouvernements supérieurs qui, eux autres, ne font pas le travail. Ils jouent un cinéma absolument inacceptable. Suivant. Pour éviter le bouleversement climatique abrupt et irréversible, il faut déclarer l'état d'urgence climatique, il faut que ce soit reconnu, et avec les chantiers d'urgence climatique, on a un ébauche de plans adaptables dans toutes les communautés et toutes les bonnes idées on peut les ajouter. Alors, il faut travailler ensemble. Vous pouvez prendre connaissance de la déclaration d'urgence climatique qui est ici. Vous pouvez aller sur le groupe mobilisation.com, la DUC et les chantiers de la DUC, et vous trouverez toute l'information en condensé de ce que je viens de vous dire. Je n'étais pas en condensé, j'ai fait un condensé de toute l'information que vous pourrez retrouver. Merci beaucoup. Bonsoir. Écoute, André, tu as pris un peu plus de temps. Est-ce que tu serais d'accord à ce que la période de questions à la toute fin avec Patrick, pas de problème. Ce que je